Il existe une plante qui produit 10 fois plus de nourriture que les tomates. Une plantation nourrit une famille pendant 30 ans sans réensemencement. Toutes les fermes américaines en cultivaient jusqu'en 1940. Les experts agricoles l'ont qualifiée de base de la survie de la nation. Pendant 20 ans, cette plante a disparu des jardins américains sans laisser de traces. L'agriculture industrielle a intentionnellement enterré une excellente source de nourriture. Des industries entières gagnent de l'argent grâce au fait que les gens ont oublié ces usines. Le système de jardinage annuel s'effondrera si les gens découvrent cette alternative. Maintenant, je vais vous montrer une plante qui bat les tomates dans presque tout. 1943, ferme du Tennessee. Ma grand-mère me montre une photographie en noir et blanc décolorée d'une femme à côté d'une plante plus grande qu'un homme. Il y a des centaines de petits fruits ronds accrochés aux branches, voire des milliers. « C'est moi », dit-elle. « C'est mon tomate. » La plante atteignait 12 pieds de hauteur et portait des fruits pendant 18 ans, jusqu'à ce qu'une forte gelée la tue finalement. Nous mangions de cette plante presque toute l'année, préparions de la sauce, séchions les fruits et conservions les frais dans la cave. Une plante a nourri notre famille et la moitié de nos voisins. Il n'a jamais été replanté, seulement récolté. Après la guerre, ils ont arrêté de les vendre. Plus personne ne voulait les cultiver. Tout le monde voulait des tomates ordinaires, des tomates hybrides, celles qu'il fallait replanter chaque année. Les données du ministère de l'Agriculture montrent que les jardiniers amateurs perdent chaque année jusqu'à 30% de leur récolte de tomates à cause des ravageurs et des maladies. Surtout à cause d'agents pathogènes comme le mildiou, qui peuvent détruire des massifs entiers en 10 jours. Plus de 20 millions de jardins produisaient 40% des légumes de guerre des États-Unis. La plante décrite par ma grand-mère s'appelle tamarillo ou tomate. Le nom scientifique est Solanum betaceum, de la même famille que les tomates et les pommes de terre. Les données de l'Institut néo-zélandais de recherche sur les plantes et les aliments montrent que les fermes commerciales de tamarillo atteignent des rendements de 15 à 20 tonnes par hectare. Une plante de tamarillo mature produit de 50 à 100 livres de fruits par an. Certaines sources indiquent jusqu'à 150 livres dans des conditions idéales. La production commence la 2e année après la plantation et la 3e année, vous obtenez une récolte complète. La plante porte ses fruits pendant 20 à 30 ans. Faites le calcul par vous-même. Une plante produit de 50 à 100 livres par an pendant 20 à 30 ans. Cela représente entre 1000 et 3000 livres de fruits par plantation. Un plant de tomates produit 10 à 30 livres en une saison, puis meurt. Sur 20 ans, en supposant une replantation chaque année et un rendement moyen de 25 livres par plante, une parcelle de tomates rapporte 500 livres au total. Un seul tamarillo produit 2 à 6 fois plus de nourriture dans le même espace et dans le même laps de temps. Dans les années 30 et 40, les tamarillos ont gagné en popularité dans toute l'Amérique. Les consultants agricoles en faisaient activement la promotion dans les bulletins officiels du ministère de l'Agriculture sous l'ancien nom de Sifomandra betacea. Les pépinières les vendaient et les jardiniers amateurs les plantaient partout. Les circulaires californiennes d'enseignement agricole de l'époque promouvaient les cultures de fruits exotiques comme une alternative économiquement viable. Les tamarillos étaient particulièrement populaires dans les jardins de la Victoire pendant la Seconde Guerre mondiale car ils produisaient en abondance avec un minimum d'intrants. Cela les rendait idéaux en temps de guerre, lorsque les ressources étaient limitées. Mais, après la guerre, plusieurs processus se sont produits simultanément qui ont tué la culture du tamarillo aux États-Unis. L'agriculture industrielle et le développement des banlieues se sont considérablement accélérés. La tendance s'est déplacée vers les cultures annuelles, les semences hybrides et les amendements chimiques. Les plantes alimentaires vivaces ne rentraient pas dans ce modèle. Vous ne pouvez pas vendre de semences annuelles pour des plantes vivaces, et vous ne pouvez pas vendre d'engrais et de pesticides à des plantes qui n'en ont pas besoin. Les tamarillos étaient trop indépendants, trop autosuffisants pour le nouveau système. Tamarillo est un arbuste ou un petit arbre vivace à croissance rapide. Atteint 8 à 12 pieds en 2 à 3 ans et possède de grandes feuilles en forme de cœur. Produit des grappes de fruits ovoïdes de 2 à 3 pouces de long qui ressemblent à des tomates allongées.
Les fruits ont une peau lisse et des couleurs allant du rouge à l'orange et au jaune selon la variété. Le goût est unique, acidulé, légèrement sucré avec des notes de tomates et de fruits de la passion. Pas exactement comme les tomates, mais utilisés de la même manière en cuisine. Vous pouvez les manger frais, même s'ils sont acidulés, éplucher la peau et hacher la chair. Utilisez-les dans les salades, les salsas, les sauces ou faites-les cuire. Ils sont excellents dans les sauces, les chutneys, les confitures et peuvent être séchés et conservés. La principale différence en matière de stockage est frappante. Les fruits frais sont conservés au frais pendant 4 à 6 mois. Tomates régulières dernier jour, maximum 2 semaines fraîches. Des études de stockage contrôlées montrent que la durée de conservation du tamarillo est prolongée jusqu'à 8 semaines à des températures de 3 à 4 degrés Celsius. Le tamarillo fait partie de la famille des solanacées, comme les tomates et les pommes de terre, ce qui explique la similitude de goût et d'utilisation. La plante a un système racinaire peu profond et est sensible au vent, nécessitant un endroit abrité. Des études horticoles évaluées par des pairs soulignent que ces caractéristiques sont essentielles à une culture réussie. Les fruits contiennent de nombreuses petites graines, entourées d'une pulpe juteuse jaune-orange. La peau est amère et est généralement retirée avant consommation, contrairement aux tomates. La pulpe a une consistance gélatineuse autour des graines et est plus dense près des parois. L'arôme est intense et tropical, avec des notes de tomate, mais plus complexes et fruitées. À pleine maturité, les fruits sont légèrement mous au toucher et se séparent facilement de la branche. Les fruits non mûrs sont très acidulés et nécessitent une cuisson. La base de données sur les éléments nutritifs du ministère de l'Agriculture montre que les tamarillos contiennent des niveaux élevés de vitamine C, de vitamine A et de potassium. La densité calorique est comparable à celle des tomates, mais la concentration de certaines vitamines est plus élevée, notamment dans les fruits bien mûrs. Les tamarillos étaient stockés dans les sous-sols et les caves pendant des mois sans transformation, ce qui les rendait indispensables à l'alimentation hivernale. Des preuves anecdotiques suggèrent un stockage encore plus long dans des zones souterraines fraîches. Les familles récoltaient les fruits à l'automne et les mangeaient jusqu'au printemps. Les tomates perdent de leur qualité en quelques jours à température ambiante et nécessitent un traitement immédiat ou une congélation pour un stockage à long terme. Les tamarillos conservent leur texture et leur saveur pendant des mois dans leur état naturel. Cela signifiait une sécurité alimentaire sans mise en conserve, séchage ou autre méthode de conservation à forte intensité de main-d'œuvre. Des études contrôlées montrent que les fruits du tamarillo continuent de mûrir lentement lorsqu'ils sont stockés, un peu comme les poires ou les avocats. La sensibilité à l'éthylène vous permet de contrôler la vitesse de maturation en plaçant le fruit à côté de bananes ou de pommes pour accélérer le processus. L'avantage pratique était énorme pour les familles des années 1940 qui ne disposaient pas de réfrigération ni de méthodes modernes de mise en conserve. Une récolte donnait des fruits frais pendant la moitié de l'année, ce qui explique la popularité de la plante auprès des agriculteurs et des jardiniers en temps de guerre. Les données de la FAO montrent des rendements typiques de tomates de 20 à 40 tonnes par hectare, mais avec des coûts d'intrants élevés. Cela nécessite des semences annuelles, des engrais, des pesticides, un arrosage et un travail intensif. Le contraste avec les plantes vivaces de faible intensité est saisissant. En 20 ans de culture de tomates, l'agriculteur achète 20 fois des semences, applique des engrais et des pesticides chaque saison et installe des supports chaque année. Le coût total de la main-d'œuvre et des matériaux dépasse de plusieurs dizaines de fois le coût initial de la plantation des tamarillos. Un plant de tamarillo mature occupe l'espace d'environ 4 plants de tomates, mais produit l'équivalent de 20 à 40 plants de tomates sur l'ensemble de son cycle de vie. Les calculs de productivité détruisent l'argument en faveur du jardinage annuel lorsqu'ils sont analysés objectivement. Le marché américain des semences de tomates dépasse le milliard de dollars par an, ce qui crée de puissantes incitations financières pour promouvoir les cultures annuelles. Chaque jardinier qui opte pour des alternatives pérennes représente un client perdu pour les entreprises semencières
et les jardineries. L'apport calorique accumulé au fil des décennies fait du tamarillo le vainqueur incontesté en termes de valeur nutritionnelle. La base de données sur les éléments nutritifs du ministère de l'Agriculture montre une densité calorique comparable entre les tamarillos et les tomates. Mais la production à long terme multiplie considérablement la production totale de calories. Une plante de tamarillo produisant 75 livres par an pendant 25 ans produit près de 2000 livres de fruits au cours de son cycle de vie. Un espace équivalent sous tomate sur la même période donne un maximum de 600 livres lorsqu'il est replanté chaque année. La teneur cumulée en calories d'un espace de tamarillo dépasse de 3 à 4 fois celle d'un espace de tomate sur 25 ans. De plus, les coûts de main-d'œuvre ne représentent qu'une fraction du coût de la culture des tomates chaque année. Les familles pourraient assurer la sécurité alimentaire de plusieurs générations avec quelques plantes. Imaginez un jardin de 10 plants de tamarillo plantés en 1945. En 1970, ces plantes auraient produit environ 15 000 livres de fruits. Une superficie équivalente de tomates rapporterait au maximum 5 000 livres sur la même période. Dans les climats subtropicaux, les tamarillos fructifient principalement en automne et en hiver, lorsque les tomates ne produisent pas. Cela signifie des fruits frais pendant les mois où rien d'autre n'est disponible. Les données climatiques de la région du Northland en Nouvelle-Zélande montrent des cycles de fructification étalés sur plusieurs mois. Dans la vallée centrale de Californie, les tamarillos produisaient des fruits de juillet à décembre avant que les plantes ne soient en grande partie abandonnées. Cela a fourni 6 mois de récolte continue contre 2 à 3 mois pour la saison des tomates. Les familles avaient accès à des fruits frais pendant la majeure partie de l'année. Dans les climats véritablement tropicaux, la production est pratiquement continue. Les plantes fleurissent et fructifient par vagues toute l'année, fournissant une source constante de fruits frais. Aucune culture annuelle ne peut rivaliser avec un tel cycle de production. La fructification d'hiver était particulièrement précieuse avant l'ère des chaînes d'approvisionnement mondiales et des importations tout au long de l'année. Les familles dépendaient des conserves pendant l'hiver, mais les tamarillos fournissaient de la vitamine C et des fruits frais pendant les mois les plus froids sans mise en conserve. Une fois établis, les tamarillos nécessitent un arrosage minimal par rapport aux tomates. Ils sont relativement résistants aux ravageurs et aux maladies, comme le démontrent les études sur la résistance aux ravageurs courants de la tomate, tels que les vers des cornes. Cependant, des infestations de pucerons sont parfois possibles. Aucun liage n'est nécessaire, contrairement aux tomates qui nécessitent un soutien et des soins constants. La taille n'est pas nécessaire, même si elle peut augmenter la production, mais la plante fructifie de manière prolifique sans intervention. Vous les plantez, les arrosez pendant qu'ils prennent racine, puis ils produisent pendant des décennies. Le système racinaire est peu profond, mais efficace pour absorber les nutriments. Les plantes sont tolérantes à la sécheresse une fois établies, bien que la production soit meilleure lorsqu'elles sont maintenues humides. Cela les rendait idéaux pour les climats aux précipitations irrégulières. La seule vulnérabilité sérieuse est la sensibilité aux fortes gelées. Les plantes survivent aux gelées légères, mais les gelées fortes les tuent jusqu'au sol. Cette faiblesse a joué un rôle dans leur disparition lors des hivers extrêmement froids des années 50 et 60. La culture moderne de la tomate nécessite une replantation annuelle, un tutorage, un arrosage constant et une gestion des ravageurs et des maladies. Il s'agit d'un processus à forte intensité de main-d'œuvre et de maintenance élevée pour une production globale inférieure. Les jardiniers passent leur week-end à soigner des plantes qui mourront dans quelques mois. Les tamarillos poussent comme de petits arbres qui ne nécessitent pas d'attention annuelle une fois établis. Il n'est pas nécessaire d'acheter des graines chaque printemps, d'installer de nouveaux supports ou de lutter contre les maladies du sol causées par des plantations répétées. La plante devient un élément permanent du paysage, comme le pommier. Les calculs financiers sont stupéfiants lorsqu'on les analyse sur le long terme. Les graines de tomates, les plants, les engrais, les pesticides, les supports et l'eau,
totalise des centaines de dollars sur 20 ans de culture. Une usine de Tamarillo coûte initialement 20 à 30 dollars et produit sans frais supplémentaires. Les recherches sur les préférences des consommateurs montrent une préférence pour les fruits plus sucrés et moins acides, ce qui explique pourquoi les Tamarillos n'ont jamais dominé, malgré leurs avantages pratiques. Le goût a constitué un obstacle à l'adoption massive par les consommateurs américains. La réponse réside dans une combinaison de préférences gustatives et de promotion systématique des cultures annuelles. Les tomates avaient un goût plus familier aux consommateurs américains, moins acidulées et plus polyvalentes lorsqu'elles étaient consommées fraîches. Les Tamarillos nécessitaient des adaptations culinaires que de nombreuses familles hésitaient à faire. De plus, l'industrie de la tomate a explosé après la guerre grâce à des investissements massifs dans la sélection et la promotion. Des variétés hybrides ont été développées, sélectionnées pour leur résistance aux maladies, leur maturation uniforme et leur résistance au transport. L'industrie a investi des millions dans la recherche sur les tomates. Tamarillo n'a reçu aucun investissement dans le développement. Il ne convenait pas à l'agriculture industrielle, se transportait mal, était pérenne et ne s'intégrait pas au cycle de culture annuel. L'industrie de la tomate n'avait aucun intérêt à promouvoir une alternative supérieure qui réduirait les ventes de tomates. Le changement culturel vers une esthétique suburbaine a également joué un rôle. Les jardins de fleurs et de légumes annuels semblaient bien entretenus et modernes. Les plantes alimentaires vivaces semblaient agricoles et non suburbaines. Les tamarillos sont de petits arbres qui ne conviennent pas aux plates-bandes surélevées. Les bulletins historiques du ministère de l'Agriculture des années 20 et 30 faisaient activement la promotion du tamarillo comme culture commerciale sous l'ancien nom de Sifomandra betacea. Des documents montrent un soutien officiel à la culture de plantes fruitières exotiques pour diversifier l'agriculture américaine. Les circulaires de vulgarisation agricole de Californie de l'époque fournissaient des instructions détaillées pour la culture des tamarillos à des fins de production commerciale. Les consultants ont enseigné aux agriculteurs les techniques de plantation, d'entretien et de récolte. La plante était considérée comme une culture prometteuse pour les régions agricoles en développement. Les pépinières de tout le pays vendèrent des plants de tamarillo ainsi que d'autres arbres fruitiers. Les catalogues de jardinage des années 30 les présentaient comme des tomates pour les jardins familiaux. La demande est restée suffisamment stable pour soutenir la production commerciale de plants. Les jardins de la victoire militaire appréciaient particulièrement les tamarillos pour leur capacité à produire un maximum de nourriture avec un minimum de ressources. La propagande gouvernementale encourageait la culture de cultures pérennes à haut rendement pour soutenir l'effort de guerre. C'était une période dorée pour les plantes alimentaires alternatives. La loi agricole de 1947 et les tendances de mécanisation d'après-guerre ont radicalement changé l'agriculture américaine. Le système est passé à des cultures annuelles uniformes pour des raisons d'évolutivité et de traitement mécanique. Les usines alimentaires pérennes ne s'intégraient pas dans le nouveau modèle industriel. Le développement de banlieues comme Levittown, à la fin des années 40, a standardisé l'aménagement paysager autour des pelouses et du jardinage ornemental. La production alimentaire a cédé la place à des considérations esthétiques dans les nouvelles communautés suburbaines. Les tamarillos semblaient trop utilitaires pour l'idéal de banlieue moderne. L'industrie chimique qui s'est développée pendant la guerre a trouvé de nouveaux marchés dans l'agriculture grâce aux engrais et aux pesticides. Les plantes vivaces, qui ne nécessitent pas d'intrants chimiques intensifs, n'ont pas soutenu cette industrie en pleine croissance. Le système exigeait des cultures dépendantes de ressources externes. Les subventions fédérales ont été utilisées pour soutenir la production commerciale à grande échelle de cultures de base. Les programmes soutenant divers systèmes alimentaires familiaux ont été progressivement supprimés au profit d'une production et d'une distribution industrielle centralisée de nourriture.
Le développement de variétés de tomates de type Rutgers en 1934, sélectionnées pour une maturation uniforme et une durabilité au transport, répondait directement aux besoins industriels. Ces hybrides pourraient être récoltés mécaniquement, transportés sur de longues distances et vendus dans les supermarchés toute l'année. Les sociétés semencières ont investi des millions de dollars dans des programmes de sélection de tomates, créant des variétés adaptées à des zones climatiques et à des méthodes de culture spécifiques. Chaque nouvel hybride nécessitait un achat annuel de graines, car les graines conservées ne reproduisaient pas les caractéristiques parentales. Cela garantissait des ventes répétées. Les budgets marketing de l'industrie de la tomate ont éclipsé toute promotion de cultures alternatives. La publicité dans les magazines, les démonstrations dans les foires et les partenariats avec les jardineries ont créé la domination culturelle des tomates. Les consommateurs associaient le jardinage familial à la culture de tomates. La transformation industrielle des tomates en sauce, pâtes et conserves a créé d'énormes marchés secondaires. Des régions entières spécialisées dans la production de tomates destinées à la transformation. Les Tamarillos manquaient d'une telle infrastructure industrielle et restaient une culture de niche sans soutien commercial. Les pelouses standardisées et le jardinage ornemental ont remplacé les paysages de production alimentaire dans les nouveaux développements suburbains. L'esthétique était celle de jardins de fleurs et de potagers annuels bien entretenus et modernes. Les plantes alimentaires vivaces semblaient dépassées et agricoles. Les jardineries se sont adaptées aux nouveaux modèles suburbains en vendant des plants annuels et des graines à planter au printemps. Un client qui plante du tamarillo et le récolte pendant 20 ans est un client que la jardinerie perd. Ils ne reviennent pas acheter des plants de tomates chaque printemps. Les magazines de jardinage et les programmes télévisés populaires faisaient la promotion des cycles de jardinage saisonniers en mettant l'accent sur la planification et les achats annuels. Les alternatives à long terme étaient rarement évoquées ou présentées comme des spécialités exotiques. L'accent était mis sur les légumes annuels familiers. La pression sociale pour se conformer aux normes suburbaines a rendu les usines alimentaires non traditionnelles moins attrayantes. Les voisins cultivaient des tomates en rangées bien rangées et non des arbres fruitiers dans leur potager. Les tamarillos ne correspondaient pas aux nouvelles attentes sociales du jardinage domestique. L'analyse historique montre la transition des services de vulgarisation agricole vers le soutien à l'agriculture commerciale, documentée dans les changements de politique du ministère de l'Agriculture dans les années 50. Les consultants ont déplacé leur attention de la production alimentaire domestique vers les opérations commerciales à grande échelle. Les programmes qui enseignaient auparavant aux familles comment cultiver diverses cultures vivrières ont été progressivement abandonnés au profit de cours spécialisés destinés aux agriculteurs commerciaux. Les connaissances sur les alternatives pérennes comme le tamarillo ont disparu des supports pédagogiques officiels. Sans soutien institutionnel, l'information n'était pas transmise à la nouvelle génération. Le financement a été consacré à la recherche sur les cultures qui soutiennent l'agro-industrie plutôt que l'autosuffisance domestique. Les tamarillos n'étaient pas une culture commerciale aux États-Unis et ne disposaient donc d'aucune infrastructure de recherche. Le manque de recherche à jour les a rendus obsolètes aux yeux des consultants. Les nouveaux consultants ont été formés aux techniques d'agriculture industrielle dans des universités financées par des sociétés chimiques et semencières. Les approches alternatives à la production alimentaire ne faisaient pas partie du programme. Une génération d'experts a grandi sans connaître les systèmes alimentaires traditionnels pérennes. Les gelées californiennes de 1950 et 1962 ont provoqué des pertes agricoles considérables et ont probablement affecté les cultures sensibles au gel comme le tamarillo. Ces événements météorologiques extrêmes ont détruit des usines établies dans des climats marginaux à travers le pays. Les tamarillos peuvent survivre à de légères gelées, mais les gelées fortes les tueront jusqu'au cœur. Les plantes qui produisaient des fruits depuis des décennies sont mortes du jour au lendemain lors de ces vagues de froid exceptionnelles. Les propriétaires ne les ont pas replantées car les pépinières avaient déjà cessé de les vendre activement.
Sans soutien institutionnel pour se remettre des pertes climatiques, les tamarillos ont disparu à jamais de nombreuses régions. Les cultures commerciales ont reçu une aide pour se remettre des catastrophes naturelles, mais les cultures locales de niche ont été laissées à elles-mêmes. La connaissance de l'endroit où se procurer de nouvelles plantes a également disparu. Ces événements météorologiques ont coïncidé avec un changement culturel vers les légumes annuels, créant la tempête parfaite pour l'extinction du tamarillo. Les gens ont remplacé les plants de tamarillo morts par des rangées de tomates et n'ont jamais regardé en arrière. Une génération de connaissances pratiques croissantes a été perdue. Les efforts de promotion de la marque néo-zélandais dans les années 60, lorsque le nom Tamarillo a été officiellement adopté pour la commercialisation internationale du fruit, montrent la trajectoire opposée. Tandis que l'Amérique négligeait l'usine, d'autres pays en faisaient un succès commercial. Les tamarillos sont restés populaires en Amérique du Sud, d'où ils sont originaires, et se sont répandus comme culture commerciale en Australie et dans certaines parties de l'Asie. La Nouvelle-Zélande a développé toute une industrie d'exportation, expédiant le tamarillo vers l'Europe et le Japon en tant que fruit exotique de première qualité. L'usine n'a échoué nulle part ailleurs, sauf dans le pays doté du système de production alimentaire industrielle le plus développé. Cela indique des facteurs systémiques plutôt que des problèmes liés à l'usine elle-même. Les tamarillos ont prospéré partout où les systèmes alimentaires restaient moins centralisés. Les fermes commerciales de tamarillo, en Nouvelle-Zélande, démontrent la viabilité économique de la plante dans des conditions de marché favorables. L'absence d'un tel développement aux États-Unis reflète des préjugés structurels contre les cultures qui ne correspondent pas au modèle d'agriculture industrielle. Des incitations économiques documentées et non des théories du complot expliquent la disparition du tamarillo du jardinage américain. Les entreprises semencières, les jardineries et les épiceries profitent d'une dépendance annuelle plutôt que d'une indépendance pluriannuelle. Le système est structurellement biaisé à l'encontre des usines qui fonctionnent trop bien. Une usine qui produit pendant 20 ans sans replanter menace plusieurs industries à la fois. Chaque famille cultivant du tamarillo représente une perte de vente de graines, de vente de plants perdus, de vente de produits perdus. L'effet cumulatif de millions de ces familles détruirait le modèle actuel de commerce alimentaire. La répression ne nécessite pas de complot actif, mais seulement une négligence passive. Arrêtez la promotion, arrêtez la recherche, arrêtez les ventes, et la plante disparaît de la conscience publique en une génération. Les consommateurs d'aujourd'hui ne peuvent pas manquer quelque chose dont ils n'ont jamais entendu parler. Le schéma se répète avec d'autres plantes alimentaires vivaces qui étaient autrefois communes et maintenant oubliées. Des catégories entières de systèmes alimentaires autosuffisants ont été discrètement supplantées par des cultures qui nécessitent des achats annuels et des intrants externes. Les tamarillos nécessitent des conditions sans gel ou presque sans gel, avec une rusticité allant jusqu'à 30 degrés Fahrenheit. Un léger gel ne les tuera pas, mais un gel violent détruira les plantes. Cela signifie une culture à long terme dans les zones de rusticité 9 à 11 du ministère de l'Agriculture. Planter des tamarillos en plein soleil ou à mi-ombre dans un sol bien drainé avec un niveau d'acidité préféré de 5,5 à 7 pH. Ils tolèrent diverses conditions du sol, mais la productivité est meilleure dans un sol riche et organique. Espacez les plantes de 6 à 8 pieds. La plage de température optimale pour une meilleure croissance se situe entre 15 et 25 degrés Celsius. Les plantes poussent rapidement dans des conditions appropriées, atteignant une taille productive en 2 à 3 ans. Arrosés régulièrement pendant l'établissement, ils sont alors relativement tolérants à la sécheresse. Les tamarillos commencent à porter leurs fruits la 2e année et atteignent leur pleine production la 3e année. Récoltez le fruit lorsqu'il est entièrement coloré et légèrement mou au toucher. Ne les arrachez pas. Coupez la tige pour ne pas abîmer la plante. Dans les zones plus froides, les tamarillos peuvent être cultivés dans de grands conteneurs et ramenés à l'intérieur pour l'hiver, bien que cela annule les avantages pérennes.
Des études de cas de culture en conteneurs réalisées par des jardiniers de zones tempérées montrent un hivernage réussi des plantes à l'intérieur. Les plantes en pot nécessitent au moins des pots de 50 gallons pour une taille adulte et une production de fruits adéquate. La mobilité leur permet d'être déplacés vers des endroits protégés lors des gelées ou vers des pièces chauffées en hiver. La production diminue, mais les plantes survivent. Dans les climats de la zone marginale 8 ou de la zone fraîche 9 où des gelées sévères se produisent occasionnellement, les plantes devront être protégées ou accepter que le froid extrême peut les tuer. Il est utile de pailler autour de la base et de couvrir les plantes pendant les avertissements de gel. Planter dans un endroit abrité à côté d'un bâtiment ou sous une canopée d'arbres crée un microclimat plus chaud que le milieu environnant. Ces stratégies peuvent étendre l'aire de croissance appropriée d'une zone plus au nord, mais nécessitent des efforts et une planification supplémentaire. Les fruits se conserveront à température ambiante fraîche pendant des semaines ou dans un endroit frais et approprié pendant des mois. La sensibilité à l'éthylène vous permet de contrôler la vitesse de maturation en plaçant le fruit à côté de bananes ou de pommes pour accélérer le processus. Cela donne de la flexibilité dans la gestion du temps de consommation. La manipulation après récolte implique une manipulation prudente car les fruits mûrs sont mous et facilement endommagés. Conservez-les en une seule couche, non empilée, pour éviter les meurtrissures. Les fruits non mûrs peuvent être récoltés et mûris en stockage, comme les tomates, ce qui prolonge la période de récolte. Les fruits peuvent être congelés entiers pour une utilisation ultérieure en cuisine, transformés en sauce ou en confiture, ou séchés pour une conservation à long terme. Grâce à diverses méthodes de conservation, les récoltes excédentaires ne sont jamais gaspillées. Une usine peut fournir de la nourriture en conserve pour toute l'année. La technique de récolte affecte la longévité de la plante. Coupez toujours les fruits avec un couteau bien aiguisé plutôt que de les arracher pour éviter d'abîmer les branches et de réduire la production future. Une récolte appropriée préserve la productivité de la plante pendant des décennies. Des personnalités contemporaines de la permaculture comme Bill Mollison et David Holmgren, qui promeuvent les systèmes pérennes depuis les années 70, ont renouvelé leur intérêt pour les plantes alimentaires oubliées. Leur travail a remis en question la domination du jardinage annuel et a introduit des modèles alternatifs de production alimentaire. Les petites sociétés semencières ont commencé à proposer des graines de tamarillo et des pépinières spécialisées multiplient les plantes. Internet a permis aux passionnés de partager leurs connaissances et de trouver des sources de plantes rares. Les informations disparues des principaux canaux sont restituées via des réseaux alternatifs. Les mouvements pour la souveraineté semencière et les initiatives locales de durabilité alimentaire créent une demande pour des alternatives à l'agriculture industrielle. Les gens cherchent des moyens de devenir plus autosuffisants et moins dépendants des systèmes alimentaires centralisés. Les tamarillos s'intègrent parfaitement dans ces objectifs. Les crises économiques et environnementales nous obligent à repenser la durabilité du jardinage annuel. Replanter chaque année, acheter des semences chaque printemps en fonction du fonctionnement des chaînes d'approvisionnement sont autant de choses fragiles. Les plantes alimentaires vivaces sont résilientes et représentent l'avenir de la production alimentaire locale. Des dizaines de fruits et légumes vivaces étaient autrefois courants, mais sont désormais oubliés des jardiniers. Les asperges, la rhubarbe et le chou frisé montrent que le concept existe déjà, mais est sous-utilisé dans le jardinage moderne. Des catégories entières de plantes alimentaires autosuffisantes attendent d'être redécouvertes. Le topinambour produit des tubercules comestibles pendant des décennies sans replantation, mais la plupart des jardiniers n'en ont jamais entendu parler. Les oignons vivaces, le réfort, l'oseille et bien d'autres plantes offrent des rendements constants après une seule plantation. Ils souffraient tous du même préjugé systémique contre les alternatives pérennes. Les arbres fruitiers sont acceptés comme plantes vivaces, mais les légumes vivaces semblent peu familiers aux jardiniers modernes. Il s'agit d'une distinction artificielle créée par la commercialisation de semences et de plants annuels. Historiquement, les frontières étaient floues
et les gens cultivaient toutes les plantes possibles qui produisaient efficacement de la nourriture. Faire revivre ces plantes signifie restaurer la sagesse perdue sur les systèmes alimentaires durables. Chaque plante alimentaire vivace offre une alternative à la consommation et à la dépendance annuelle. Ensemble, ils peuvent jeter les bases d'une souveraineté alimentaire qui durera des générations. Toute personne qui plante du tamarillo et le récolte pendant 20 ans est une personne qui arrête d'acheter des plants de tomates chaque printemps. Cela représente un client perdu pour les jardineries, une personne qui cultive sa propre nourriture toute l'année au lieu de dépendre des épiceries. Multipliez cela par des milliers ou des millions et vous comprendrez pourquoi ces plantes ont été enterrées. Ils fonctionnent trop bien et rendent les gens trop indépendants. Une meilleure plante que les tomates est le tamarillo, qui produit toute l'année dans des climats doux et se conserve 6 mois sans transformation. Si vous êtes dans les zones 9 à 11, plantez du tamarillo. Si vous êtes dans la zone 8, essayez dans une zone protégée ou un grand conteneur. Apprenez à la cultiver, découvrez ce que signifie récolter la même plante année après année. Partagez ces connaissances, donnez des boutures à vos voisins, les tamarillos s'enracinent facilement à partir de boutures. Dites aux gens ce que vous cultivez, brisez le silence qui cache ces plantes, ravivez ce qui a été perdu, établir une sécurité alimentaire pérenne au lieu d'une dépendance d'un an.